Si vous atterrissez ici, c'est que vous connaissez de près ou de loin la planificatrice ou que vous avez eu la curiosité de venir voir ce qu'elle faisait, notamment à travers son burn-out, son épuisement professionnel. On va y venir, mais avant ça, qui est la planificatrice? Tout est dans le nom, hein. Pro de l'organisation, de la planification, elle a lancé son entreprise en janvier 2020. Vous la connaissez peut-être à travers son agenda, à travers l'une de ses multiples formations ou du coaching de groupe ou privé, ou alors même son podcast, le podcast 168 heures, qui cumule déjà près ou plus de 200 000 écoutes. Je dis près ou plus de parce qu'au moment où on se parle, ça va l'atteindre vraiment très très bientôt. Alors c'est une référence, comme je le disais, dans la planification, dans la francophonie. Mais il faut savoir que son entreprise est née de son épuisement professionnel. Au départ, elle dit souvent, c'est le plus beau cadeau que la vie m'a fait pour donner naissance à la planificatrice, qui n'était qu'un blog au départ. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de connaître un peu mieux ce sujet, de le démythifier, de le rendre un peu moins tabou à travers l'histoire d'Émilie Vien, alias la planificatrice. Allô, Émilie. Allô, Jessica. Merci de nous recevoir chez toi. Je dis nous, parce que les gens l'écoutent. Oui, oui, exactement. Mais ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être ici avec moi. Écoute, on a tout réaménagé le salon, pour être bien honnête, dans ton salon chez toi. Mais c'est aussi là que tout se déroule pour la planificatrice, pour ton entreprise. Tu travailles de chez toi. On peut situer peut-être les gens qui te connaissent pas géographiquement. Où es-tu exactement? Absolument. Donc, dans le fond, moi, je suis située à Lac-Beauport. Lac-Beauport est une petite municipalité qui est magnifique, tout près de Québec. Donc, dans la belle grande province du Québec, au Canada. Puis, je travaille de la maison depuis que la planificatrice est née. Justement, tu l'as dit, en 2020. Puis, on habite ici, là, au moment d'enregistrer l'épisode, on habite ici depuis, en fait, 2018, 2017? 2017, ouais, ça va vite. T'es bien établi. On est bien établi. Avec ta famille. Ouais, exact. C'est drôle, t'as dit le mot épisode. On sent la déformation podcast. C'est vrai, je m'en suis même pas rendu compte. Mais c'est normal, c'est l'habitude. Émilie, tu vas te laisser un peu conduire aujourd'hui parce que tu m'as demandé, à l'occasion du lancement de ton livre sur l'épuisement professionnel, qu'on te connaisse mieux à travers cet épuisement dont tu parles très ouvertement d'ailleurs, qui a donné naissance à l'entreprise. Et en fait, pour situer un petit peu les gens, moi, j'ai eu la chance, premièrement, d'être coachée par toi, en privé, puis aussi en groupe. J'ai fait le programme Croissance également. Puis, après ça, comme je me suis spécialisée en podcast, en accompagnement podcast, tu es devenue toi-même ma cliente. Et donc, tu avais envie de te faire interviewer. Oui, j'avais eu l'expérience aussi avec toi par le passé. Oui, dans le cadre de l'accompagnement que j'ai avec toi pour le podcast, il y a eu une super belle entrevue qui avait été faite initialement pour que tu apprennes à me connaître davantage, mais aussi dans ton ancien travail, dans ton ancienne vie aussi. C'est comme ça qu'on s'est connus. Tu m'avais approché pour l'agenda. Exact. Et puis on avait fait une entrevue à la radio, là, à ton ancien travail. Exact. Et tout a déboulé. Exact. Alors, objectif, mieux connaître Émilie Vien à travers l'épuisement professionnel, comme je disais, mais j'ai envie de remonter plus loin que ça, puis ça va te rappeler des souvenirs, parce que quand je fais mes entrevues initiales de podcast, je m'intéresse beaucoup à l'enfance, à l'adolescence de mes clientes, beaucoup féminines, et je trouvais que peut-être aussi Émilie enfant nous permettait de comprendre l'adulte que tu es devenue finalement. Alors, parle-moi un petit peu, est-ce que tu es née dans la région de Québec? Non, pas du tout. Moi, je suis née dans une petite ville qui s'appelle Plessisville, dans la région des Bois-Francs. Donc, c'est tout près, pour situer les gens, là, géographiquement, c'est tout près de Victoriaville, en fait. Donc, je suis née là. Je suis enfant unique. Petite enfance bien normale, au sens où, bien normale. Puis, mais une très belle enfance quand même, malgré tout, avec les défis. Là, je veux dire, j'ai vécu de l'intimidation un petit peu au primaire, mais en même temps, j'avais aussi des amis avec qui, je pouvais faire confiance, avec qui je pouvais m'ouvrir. Donc, beaucoup de plaisir au secondaire. Là, j'ai vraiment des beaux souvenirs au secondaire parce que, on explore plein de choses. C'est là qu'on commence à découvrir nos passions. C'est là qu'on commence à souder des vraies amitiés profondes. Les amis du secondaire, c'est encore des amis très chers pour moi. Aujourd'hui, on se voit encore, même 15-20 ans après. Fait que ça, c'est très riche. Puis sinon, les passions, j'ai découvert ma passion pour le théâtre. Donc, avant, quand j'étais plus jeune, je faisais plus de la danse, un petit peu de piano. Mais après ça, il y a eu le théâtre qui est arrivé au secondaire. Donc, une belle petite enfance, adolescence, sans grande vague, là. Je veux pas dire un grand fleuve tranquille, mais ouais.
Bonne élève. Bonne élève, oui, bonne élève. J'étais bien organisée. C'est là que tu voulais t'en Déjà? aller, là. Oui, J'étais oui, bien oui. organisée. La planification chez nous, ça faisait partie de la culture familiale. OK. Donc, je veux dire, c'était pas imposé, là. Je pense que c'est juste dans mes gènes, là. Donc, bonne élève, bien organisée, bien planifiée, à l'heure, ponctuelle. Donc, ouais, le souci du temps a toujours été quand même ancré en moi, là, même étant très jeune. T'as jamais vu ça comme une contrainte, donc? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que ça te permettait? On remonte loin là, mais dans l'enfance et même l'adolescence, puisque tu dis que ça a été là toute ta vie, puis on va voir que la carrière professionnelle qui s'en est suivie, c'est aussi de l'organisation, avant même l'entreprise. Ouais. Mais je sais pas, comment tu voyais ça enfant? C'était juste normal? C'était normal. Comme je te disais, c'était tellement valorisé et ancré dans ma famille que moi, même, en fait, ça l'a été jusque dans ma vie d'adulte. Ça a été très tard, moi, que j'ai compris que c'était pas tout le monde qui était organisé puis planifié comme moi. Je comprenais que j'avais peut-être certaines facilités, que c'était pas tout le monde qui avait ça, mais j'ai tellement évolué plusieurs années, même dans mes premiers emplois, dans des univers où les gens étaient quand même assez structurés, que moi, je pensais que c'était une norme, là, que c'était une norme sociétale, mais finalement, non. Mais ouais, donc ça me rendait service, je pense, tu sais. Quand j'étais jeune, je m'en rendais pas compte, mais tu sais, ça nous rend service d'être bien organisé, de savoir où on s'en va, de planifier les choses, on voit venir, on veut réaliser quelque chose, mais on peut le planifier dans le temps. Fait que, tu sais, ça a toujours été très naturel chez moi. Puis, je l'ai jamais fait pour... tu sais, ça n'a jamais été une corvée là, de faire ça pour moi. Ouais. C'était quoi la vision que tu avais des autres qui étaient peut-être moins organisés? Est-ce que tu en côtoyais des gens comme ça? Parce que moi, pour te donner une idée, puis peut-être des gens vont s'identifier, vous reconnaissez mon accent, je suis française. Il y a quelque chose de très culturel dans la ponctualité, par exemple, qui est plus nord-américain que européen, par exemple, où les Français, nous, on va s'autoriser le 5-10 minutes de retard. À l'exception de la Suisse, peut-être? Peut-être, avec les fameuses montres suisses, d'ailleurs, qui est leur emblème. Mais c'est juste pour dire que moi, j'ai été éduquée dans une famille où le retard était accepté, toléré. Puis même dans mon entourage, quand je rentre en France, c'est un gros contraste. Puis je sais que tu as une clientèle française. Oui. Donc, est-ce que tu as côtoyé des gens qui étaient moins organisés, moins structurés? Quelle était ta vision par rapport à ça, peut-être? Ben, c'est certain que j'en ai côtoyé, mais on dirait que je me souviens pas quelle était ma perception de ça à l'époque. Ouais, je saurais pas te répondre. OK. Ouais, même à l'école, ça? Ben, sûrement. C'est sûr que j'en côtoyais. Ou, tu sais, là, quand je pense un petit peu plus, là, je vais plus loin qu'à l'enfance. Là, par exemple, pendant mes études universitaires, tu sais, il y en a plein, là, puis je veux dire encore aujourd'hui, il y en a plein là, qui finissent leurs travaux de nuit à la dernière minute, mais comme ça, je ne comprenais pas comment les gens se rendaient là. Mais tu sais, je me doutais que c'était peut-être un manque de planification puis d'organisation, mais tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé, là. Puis, OK, j'ai pas fait le bac le plus difficile au monde, là, j'étais pas en médecine, mais j'avoue que je comprenais pas les gens qui devaient finir leurs travaux la nuit avant la remise. Ah, donc même là. pendant tes études universitaires, ça n'est jamais arrivé? Non. Waouh. J'admire. Moi, j'ai été adepte des nuits blanches pour finir un travail, là. Ah, Oui. mais t'es pas la seule. Je sais Ouais. que c'est une réalité de tellement d'étudiants, mais ouais, donc je planifiais tout simplement. J'aimerais qu'on parle de ton affection pour les arts aussi, parce qu'on va le voir que dans l'épuisement professionnel, ça va avoir un rôle important. Tu disais, j'ai fait de la danse, j'ai fait du théâtre. Qu'est-ce qui t'a amené vers là, même si on a l'impression que dans la jeunesse, on flirte tous à un moment donné avec un cours de quelque chose en art, puis on laisse ou on continue. Toi, t'as continué pour le coup. Longtemps en plus. Ben oui, jusqu'à la vie adulte, où là, j'ai vraiment tout mis ça de côté, puis on aura sûrement l'occasion d'en parler tantôt, mais j'ai toujours été une petite fille très artistique. Tu sais, j'étais beaucoup dans le dessin, j'étais beaucoup dans inventer des histoires, tu sais, comme écrire des histoires, j'inventais des bandes dessinées, je créais des spectacles pour mes parents. Tu sais, mes pauvres parents, ils étaient toujours convoqués à un spectacle, mes parents, là. Puis, donc, c'est ça, j'étais beaucoup, c'est ça, dans la danse et tout, j'ai suivi la danse. J'ai touché un peu à la musique, comme j'ai fait des cours de piano, mais tu sais, ça, c'était moins ma tasse de thé, là. J'aimais beaucoup écouter de la musique, mais peut-être moins dans l'exécution musicale. Ensuite, le théâtre, ça, c'est venu vraiment plus au secondaire, mais ouais, fait que j'avais vraiment comme vraiment une fibre artistique, sans être toutefois... sans performer à la perfection dans rien. Tu sais, des fois, il y a des enfants qui sont pianistes à 4 ans puis comme ils en font quasiment une carrière. Tu sais, moi, j'étais correcte, bonne dans plein de petites choses, mais sans exceller à la perfection. Fait que oui, je m'épanouissais beaucoup là-dedans, puis je pense que j'ai comme cessé de
flirté avec le monde artistique en devenant adulte parce que c'est comme si en devenant adulte, il faut devenir sérieux. Et je pense que je me serais peut-être autorisée de rester dans le volet plus artistique en étant adulte si j'avais justement performé à la perfection dans certaines choses, tu sais. Le plus loin que je me suis rendue, toutefois, là, j'étais quand même une jeune adulte, j'ai fait du théâtre d'été. J'ai fait du théâtre d'été, donc une quarantaine de représentations pendant un été au complet. C'était où? On est curieux. C'était le théâtre d'été de Saint-Pierre-Baptiste qui existe toujours, un super beau théâtre d'été, donc j'ai dans quelle région? À Saint-Pierre-Baptiste, c'est près de Thetford Mines, donc c'est comme près de Plessisville, dans le fond, là. Okay. Donc, c'était à cet endroit-là. Puis, ouais, fait que ça, c'est l'été de mes 20 ans, j'ai fait ça. Puis, je dirais que c'est pas mal la dernière grosse chose artistique que j'ai fait parce qu'après ça, bon, ben là, c'était l'université. Après ça, c'était le monde du travail. Puis là, ben, vous vous en doutez, je me suis non seulement épuisée au travail, mais tu sais, je dédiais toute ma vie au travail après. Fait que, tu sais, il y avait plus de temps pour jouer, il y avait plus de temps pour l'art. Puis de toute façon, vu que j'étais pas une professionnelle ou que j'étais pas comme parfaite, par exemple, dans une thématique quelconque, ben c'est comme si je m'autorisais pas d'aller là juste pour le plaisir, comme on le fait quand on est enfant, tu sais. Parce que tu as fait un bac littéraire. Ça, moi, j'ai fait partie des premières surprises à le savoir. T'es partie... en fait, t'as déménagé à Québec pour les études. Oui, dans le fond, c'est ça. C'était un bac en études internationales. Ouais, c'est ça. Études internationales et langue moderne, profil communication. OK. Il y avait de la littérature là-dedans. Oui, mais comme pas tant. C'était vraiment comme un bac en sciences sociales, en fait. Puis très enrichissant comme bac, comme j'ai appris. Tu sais, mes connaissances générales ont vraiment augmenté. Cependant, tu sors pas de là avec un titre, là, tu sors pas de là traducteur, enseignant ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, c'est un beau bac général, mais tu sors de là avec sans doute des études supplémentaires à faire. Fait que moi, j'avais choisi ce bac-là, ne sachant pas au cégep, parce qu'au cégep, j'étais en langue, j'adorais les langues, mais je savais pas quoi faire avec ça, mais je savais que je voulais pas être prof, puis je savais que je voulais pas être traductrice. Fait que j'ai fait ce bac-là en me disant, ben, je vais sans doute trouver ma voie éventuellement. Puis c'est pendant que j'ai fait mon baccalauréat que j'ai vu qu'il y avait un cours qui se donnait au Collège Mérissé à Québec en gestion d'événements. Puis là, ça m'a parlé, ça a allumé une étoile. Puis j'étais à ce moment-là dans ma première année de bac et j'aurais pu là, dire j'arrête l'université puis je m'en vais faire le cours en gestion d'événements. Mais non, en bonne élève que je suis, je me suis dit, je me tape encore 2 ans et demi de bac, je termine mon baccalauréat et ensuite, je vais aller faire ce cours-là. Chose que j'ai faite. Mais t'as bien fait parce que une autre passion que tu as dans ta vie, c'est les voyages. Et il me semble que c'est dans le cadre de ton bac que tu pars en Chine. Exact, oui. Parce qu'une de mes 2 langues, en fait, quand on est dans ce bac-là, on choisit 2 langues. Moi, j'avais l'anglais que je voulais continuer de parfaire et j'ai choisi une langue qui m'était complètement inconnue, le mandarin. Fait que, en effet, la dernière année, je suis allée 3 mois en Chine, habiter et étudier là-bas. Et puis voilà. À cet âge-là, t'as quel âge? J'ai 21 ans, l'été de mes 21 ans. Quand même. Ouais. Et tu dis totalement au hasard le mandarin. Il n'y avait pas d'autre choix ou c'est quoi? En fait, moi, je voulais que ce soit l'allemand. Je voulais que ce soit l'allemand. J'affectionne beaucoup cette langue-là parce qu'au cégep, j'ai eu l'occasion de l'apprendre. Mais au cégep où j'allais, on apprenait l'allemand juste sur 1 an et pas sur 2 ans. Et pour entrer en allemand dans le programme universitaire dans lequel j'étais, ça m'aurait pris 2 ans d'allemand. Donc, soit je prenais l'allemand, mais je prolongeais mon bac d'1 année, ce qui m'aurait fait un bac de 4 ans, puis ça me tentait pas. Ou soit je prenais une autre langue complètement. Puis là, l'italien m'intéressait, mais j'avais appris l'espagnol, j'avais peur que ce soit trop mêlant parce qu'il y a quand même la souche est pareille, tu sais. Fait qu'il y avait trop de similitudes, fait que j'ai dit je m'en vais complètement ailleurs avec quelque chose que je ne connais pas. Et puis c'est vraiment pratiquement comme sur un coup de tête là, à la dernière minute, il fallait que je choisisse une langue puis j'ai choisi le mandarin. Puis qu'est-ce que ça t'a appris, mine de rien, quand t'apprends le mandarin, tu pars en Chine, ça devait être un sacré choc culturel aussi. T'étais quand même assez jeune, même si 21 ans peut déjà être indépendant. Ouais. À ce moment-là. Oui, j'étais quand même super jeune. Le choc culturel est grand. Cependant, je m'étais tellement brainwashée avec le fait que j'allais vivre un choc culturel parce que j'avais fait un voyage au Guatemala quelques années avant et là, le choc, je n'étais pas préparée et il y avait eu un grand choc. Donc, sachant qu'il allait avoir un grand choc en Chine, je me suis vraiment tellement bien préparée que je ne peux pas dire que j'ai vécu le choc culturel. J'ai vécu des moments qu'à un moment donné, tu capotes un peu parce que tu te rends compte que personne qui te comprend puis que toi, tu comprends vraiment personne puis que personne dans ta ville qui parle en anglais. Il y a ça, mais ça a vraiment pas été si pire parce que j'étais préparée. Mais tu sais, tous les gens autour de moi ont vécu leur choc culturel, par exemple. T'étais préparée parce que t'avais quand même planifié ton voyage? Non, vraiment plus parce que à cause de mon expérience précédente,
Quand j'avais 19 ans, justement, j'étais allée au Guatemala, puis ça, on m'avait pas avisé qu'elle allait avoir un choc culturel, là, fait qu'on vivait quand même plus pauvrement, là, quand on avait fait cette expérience-là. C'était vraiment une expérience de conscientisation humanitaire, fait que, je sais pas, là, ça, je l'avais pas vu venir. Mais donc là, je m'étais comme préparée mentalement à ce que ce soit tellement différent. Je pense que j'avais mis les attentes pires que ce qu'elles ont été en réalité. D'où le fait que le choc a pas été super. Est-ce que tu as quand même vécu ça comme une sortie de zone de confort? Puis je parle, bon, là, le Guatemala, on a compris que oui, là, mais les voyages en général, parce que c'est une grande passion. Puis au-delà d'une passion, ça fait partie de ta vision. Ouais. Comme femme, comme entrepreneur, dans ta famille aussi. Exact. Donc, est-ce que c'est le fait que ça soit une sortie de zone de confort, de sortir de son quotidien ou... Je pense que j'aime beaucoup les voyages pour le désir d'aventure. Puis là, le mot aventure, je me l'approprie, ça fait pas très longtemps parce que, tu sais, quand on entend le mot aventure, en tout cas, moi, quand j'entends le mot aventure, j'imagine comme du rafting puis du bungee puis, tu sais, des trails incroyables dans des montagnes, tu sais. Ça, c'est pas moi. Moi, je suis vraiment pas dans les sensations fortes, mais j'ai découvert que de sortir de chez moi, tu sais, ne serait-ce que d'aller visiter un coin dans le Vieux-Québec que je connais pas, qui est pourtant à 20 minutes de chez moi, ça, pour moi, c'est une petite aventure. C'est juste que quand je fais un voyage, pour moi, c'est une plus grande aventure, même si on s'en va pas monter l'Himalaya, là. J'ai toujours aimé ça, puis je me rappelle quand j'étais jeune, parce que mes parents... ils m'ont toujours amené pendant les voyages familiaux qu'on faisait. On a quand même fait quelques voyages étant jeune. Puis, tu sais, j'ai encore le souvenir quand j'étais petite. Puis, je disais à mes parents, OK, on part à l'aventure, là. Tu sais, on sortait de notre chambre d'hôtel puis on s'en allait dans un jeu d'eau, là, genre aussi banal que ça. Mais, tu sais, j'ai ce souvenir-là. Puis, fait que ça a toujours été quelque chose, je pense, que je voulais recréer. Puis, tu sais, mon amour pour les langues est très lié aussi à mon amour de découvrir les cultures. Puis ça, ben, on le voit pas en restant chez soi. On le voit vraiment en s'immersant puis en sortant, en voyageant. Donc, après l'université, tu vas finalement étudier en événementiel. Oui. Là, est-ce que quand tu commences ces études-là, tu te dis, ça y est, là, je suis vraiment dans mon élément, c'est ça que je vais faire toute ma vie? Ah oui. Puis je me disais vraiment ça, c'est ça que je vais faire toute ma vie. Puis il y avait des gens que je connaissais qui travaillaient déjà dans le milieu puis qui se disaient, c'est exigeant, c'est sûr, je fais pas ça toute ma vie. Puis je me disais, voir qu'ils vont lâcher une carrière comme ça. Ah oui, j'étais vraiment dans mon élément. Tu sais, c'était pas mal une des premières fois dans ma vie où que je me sentais autant dans mon élément. Là. Je tripais à l'école. Je me suis vraiment épanouie dans cette année-là d'études. Donc, pour le sens de l'organisation. Ouais, là, ça répondait à plein de choses, là, exactement. Peux-tu nous décrire un peu c'était quoi ton quotidien? Parce que je sais que ce travail te faisait voyager, justement. Donc là, ça venait rejoindre oui, la donc passion. Dans le fond, tu veux que je t'explique un peu quand j'étais vraiment rendue professionnelle dans le milieu, vrai, là? Parce que bon, les études, on se doute que tu as été formée pour le faire. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc moi, dans le fond, quand j'ai fini mon cours, j'ai fait une première année en hôtellerie. Je remplaçais un congé de maternité. Donc ça m'a pas amené à voyager parce que j'étais fixe à l'hôtel que je représentais. Et puis quand ce contrat-là a pris fin, c'est là que je suis rentrée dans une agence privée. Puis un des critères, quand j'ai soumis ma candidature pour l'embauche, c'était il est écrit voyage fréquent. Puis alors que ça pourrait en repousser plusieurs, moi, c'était comme vraiment un gros atout, un gros pour moi, parce que j'aimais voyager. Puis j'avais l'occasion, justement, avec ce travail-là, parce que bon, tu l'auras deviné que j'ai décroché l'emploi. Et après ça m'amenait vraiment à voyager comme assez souvent, là. Comme, tu sais, il y a des mois que j'étais quasiment pratiquement toujours partie. Je voyageais beaucoup au Canada. Tu sais, des fois, c'était juste à Montréal, juste à Toronto. Mais reste que ça me faisait sortir, ça me faisait prendre l'avion, ça me faisait voir des gens. Mais sinon, ça m'a amené aussi à plein d'autres places, là, plusieurs endroits aux États-Unis. Je suis allée une fois en Europe, je suis allée souvent dans les Caraïbes aussi. Donc, ça nourrissait vraiment ce petit désir d'aventure et de voyage-là. Donc, quand t'es dedans, tu vis pleinement de ta passion. Les voyages ne te dérangent pas, bien que tu es déjà en couple à ce moment-là. Oui, je suis en couple. Je sais pas si vous êtes mariés, mais en tout cas avec ton conjoint actuel. Oui, et on n'est pas mariés, non. OK. Donc, tu vis très bien, mais c'est le genre d'âge aussi où on se dévoue quand on a trouvé le métier de nos rêves. Absolument. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours... on est quand même une famille où le travail est valorisé, qu'il faut travailler fort, que si on en veut plus que les autres, il faut travailler plus que les autres. Donc, j'étais beaucoup dans ce mindset-là, ce qui fait que moi, tu sais, je suis arrivée avec l'intention de travailler des heures et des heures. Là. Comme moi, les heures supplémentaires, j'aimais ça. Tu sais, j'étais toujours la première à lever la main si jamais il fallait en faire plus. Puis même, ce qui était drôle dans ce travail-là, initialement, on était comme rémunérés à l'heure, ce qui fait que j'étais engagée comme pour 35 heures, puis c'était pour respecter le budget de l'entreprise, ça, je le comprends mieux. Il fallait comme pas dépasser 35 heures. Et puis ça, c'était difficile pour moi parce que moi, j'en voulais plus, tu sais. J'aurais voulu travailler beaucoup plus. Puis finalement, j'ai finalement réussi à travailler beaucoup plus, là. Ouais. Mais au départ, tu sais, je me sentais presque
c'était comme contraignant pour moi de pas pouvoir travailler plus parce que j'avais beaucoup de temps à donner et je me sentais très dévouée. J'avais ce feu-là à l'intérieur de travailler beaucoup. Puis c'est un secteur où tu as des horaires atypiques. On a parlé des voyages qui nécessairement te faisaient dépasser. Là. Exactement. Donc, dans le fond, oui, il y a les heures typiques qui sont comme, mettons, mon horaire qui était peut-être, je sais pas, à l'époque, de 9 à 5. Étant dans le corporatif, c'était pas du social. Étant dans le corporatif, heureusement, les week-ends, il y avait pratiquement jamais d'événements. L'été, c'était quand même plus tranquille, pendant les relâches, pendant les congés des fêtes. J'avais pas d'événements pendant cette période-là. Cependant, quand il y a des événements, oui, ça peut dépasser par les soirs. Après ça, s'il y a des déplacements, là, ça cause, bien entendu, des heures supplémentaires. Et puis, aussi, il y avait un rush d'événements, tout dépendant de l'envergure de l'événement ou des événements qu'on livrait en même temps. Là, nécessairement, fallait travailler plus d'heures si on voulait finir tout ce que nous avions à faire. Oui, parce que tu travaillais pas sur un événement à la fois. Non. Il y en avait plusieurs. Juste pour nous donner une idée, qu'est-ce que tu faisais exactement? Parce que tu t'es retrouvée aussi à gérer des gens. Oui, exactement. Donc, moi, en fait, j'ai été embauchée à la base dans cette agence privée-là pour être, dans le jargon, on appelle ça meeting planner. Donc, j'étais organisatrice de réunions, plus spécifiquement de réunions médicales. Donc, on avait un grand client pharmaceutique avec qui, en fait, on s'occupait d'organiser absolument toutes les réunions, que ce soit des petites réunions de quelques personnes avec des médecins, par exemple, ou des pharmaciens, qu'à leur grande réunion de vente où qui pouvaient avoir 400-500 personnes. Donc, on organisait une panoplie de choses. C'était super le fun parce que c'était très diversifié. Et puis, mon quotidien, en fait, c'était très varié parce que ça dépendait vraiment où est-ce que j'étais rendue dans mes mandats. Mais tu sais, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ces événements-là, moi, j'organisais tout de A à Z. Tu sais, c'était une petite agence, ce qui fait qu'on n'avait pas comme un département de communication, un département de facturation. Tu sais, moi, je faisais le budget de mon client de A jusqu'à Z. J'allais faire la réconciliation budgétaire, mais à travers ça, je bookais des billets d'avion, je réservais des chambres d'hôtel, je m'occupais de faire imprimer du matériel pour les gens. S'il y avait des gens rémunérés, c'est moi qui faisais les chèques. Donc, tu sais, je faisais vraiment tout, là. Logistique à fond. À fond, exactement. Puis tu dois bien servir ton client, t'es comme l'assistante dont ils ont besoin Exactement. pour organiser tout ça. Exactement. À quel moment... parce que là, on sent quand même que tu te mets une énorme charge sur les épaules, t'es passionné par ton travail en même temps. C'est comme l'équilibre toujours difficile à trouver. Mais est-ce que la charge est venue de quelqu'un d'autre que toi? Enfin, je veux dire, est-ce que l'employeur aussi te donnait quand même beaucoup trop de travail par rapport à ce que tu pouvais faire toute seule, par exemple? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, je pense que je me suis toujours mis une très grande pression sur moi. Alors moi, je me mettais toute seule énormément de pression. Je travaillais aussi avec des collègues d'exception exceptionnels qui étaient tout aussi axés sur la performance que moi, ce qui fait que ça m'élevait vers le haut et ça me ramenait pas vers le bas. Là. Tu sais, j'avais travaillé avec des gens qui voulaient juste faire leurs petites choses sans plus. À un moment donné, je pense que ça m'aurait peut-être teinté. Mais là, j'étais avec des filles aussi motivées que moi, qui voulaient performer, qui voulaient faire plus et tout. Donc, tu sais, on s'élevait vers le haut. La culture d'entreprise était beaucoup comme ça aussi. Là. Tu sais, c'était très valorisé d'en faire plus. Les heures supplémentaires, c'était une normalité. Puis c'était quand même très, très, très présent dans la culture d'entreprise. Il y a aussi la réalité de la clientèle avec qui on travaillait. On travaillait avec des gros clients, des gros budgets. Donc, ça vient avec une certaine pression. Mais quand j'étais dedans, avec le recul que je suis capable d'avoir aujourd'hui, je comprends très bien qu'il y a beaucoup de la pression que c'est moi qui me mettais sur les épaules. Cependant, quand j'étais dedans, au début, je le voyais pas tant, mais à un moment donné, quand je commençais à m'essouffler, là, c'est comme si moi, je pensais que c'était mes clients qui me donnaient trop de mandats. Je pensais que c'était mes patrons qui me donnaient pas assez d'aide quand je demandais de l'aide, tu sais. Fait que quand j'étais dedans, je voyais vraiment les raisons comme étant externes. Mais aujourd'hui, avec le recul que je suis capable d'avoir, je suis quand même consciente que c'est moi qui restais là, que c'est moi qui se mettait aussi cette pression démesurée là. C'est moi qui disais oui, alors qu'il y a un moment donné, il aurait fallu que j'apprenne à dire non. Est-ce possible? D'apprendre à dire non? Oui, surtout quand on est employé, je pense. Il faut se le permettre. Parce que, tu sais, on n'aura jamais la réponse. Si j'avais appris à dire non, est-ce que je me serais rendue à l'épuisement? Je ne le sais pas parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais il faut se le permettre parce que sinon, c'est comme si on se respecte pas. Tu sais, moi, ce que j'ai compris, encore là, avec le recul que je suis capable d'avoir aujourd'hui, c'est que dans toute cette histoire-là, c'est que je me suis pas écoutée, que je me suis pas respectée, puis que finalement, j'essayais juste de cadrer dans un moule qui m'allait pas, tu sais, qui m'allait plus. Je pensais qu'il m'allait parce que ça faisait du sens, là, tu sais. Je
je cochais toutes les cases qu'on est supposé cocher dans une vie, là, comme, tu sais, là, un bon travail. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, là, si on veut plus de sous, faut travailler plus, puis tout ça. Donc, je cochais toutes les cases, mais je m'oubliais vraiment, vraiment là-dedans. Fait que oui, c'est possible. Il faut se donner la permission de dire non à un certain moment. Après ça, est-ce que ça va passer auprès des employeurs? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'ils vont vous entendre, parce que si on dit toujours oui, on est responsable en quelque part. Tu sais, je pense que quand on est dans une situation comme ça, moi, je me rends compte que je pense que j'aurais aimé ça que quelqu'un vienne me sauver. Tu sais, je pense que j'aurais aimé ça là, que mes patrons viennent me sauver. Puis des fois, je levais la main là, comme « Hey, genre, je me rappelle d'avoir déjà dit exactement à ma supérieure immédiate, je me sens comme un citron pressé qui n'a plus de jus. Là, tu sais, là, j'ai plus de jus. » là. Donc, tu le verbalisais. Je le verbalisais, oui. Tu sais, à la fin, c'était très clair. Là. Mais j'aurais aimé ça qu'on vienne me sauver. Mais en même temps, c'était-tu vraiment à eux de venir me sauver? Quand on est là-dedans, puis à un moment donné, je veux dire, vient le manque d'énergie, le manque de motivation, le manque de confiance en soi. Fait que c'est là que tu attends que quelqu'un vienne te sauver, mais il n'y a personne qui vient au final. C'est pour ça qu'il faut se sauver soi-même dans une situation comme ça. Puis je pense que des fois, la première petite action, c'est d'apprendre à dire non. Est-ce que tu considères que... Parce que cette phrase-là est quand même très forte, là. Je veux dire, moi, si j'entends ça de la part de quelqu'un, ben après, je suis peut-être sensibilisée aussi. J'ai envie de l'aider, là. Oui. Clairement. Est-ce que c'est un de ces moments-là qui te fait... En fait, je veux juste m'intéresser, c'est quoi maintenant, avec le recul que tu as, encore une fois, Ouais. le premier événement où tu te dis, là, il se passe quelque chose que je sens que je dérive. Je me rappelle très, très bien, c'est quand, puis je pourrais pas, c'est pas une date précise, mais c'est un moment, en fait. C'est 3 ans avant mon épuisement. Ben, quand je dis mon épuisement, c'est comme la journée où j'ai arrêté de travailler, là. Oui. Mais ça a commencé 3 ans avant. Ça a commencé 3 ans avant, puis tu sais, je veux dire, je m'étais toujours démenée beaucoup dans ce travail-là. J'étais toujours, tu sais, très exigeante envers moi-même, puis j'étais toujours très, très occupée, là. Je veux dire, il y avait jamais de temps mort. Mais il y a eu un moment où il y a eu un grand roulement de personnel parce que, c'est ça, on ne l'a pas dit. Là, au début, moi, j'ai été engagée comme meeting planner, comme chargée de projet événementiel. Puis, à un certain moment, environ 2 ans après que j'ai intégré ce travail-là, je suis devenue chef d'équipe. Ce qui fait que je gérais autant de projets que j'avais avant. C'est juste qu'en plus de ça, je gérais une petite équipe. Ce qui fait qu'il y avait la gestion d'équipe aussi. Donc, gros roulement de personnel. Donc, je suis très impactée parce que le roulement est principalement dans mon équipe à ce moment-là. Ce qui fait que je reprends la majorité des dossiers, je gère la petite crise qu'il y a au bureau parce que quand il y a du roulement de personnel, qu'on le veuille ou non, ça crée une petite crise. Et je gère un gros événement qui est avec des clients très différents de ceux avec qui on a l'habitude de travailler. On les connaît moins. Ça a été un événement très difficile. Tu sais, mettons, quand je regarde ça, là, ça a été mon pire événement que j'ai fait à ce travail-là. Et c'est très exigeant. Et à travers ça, c'est un événement que je dois livrer au début de l'été. Et à travers ça, j'organise aussi 3 mariages de 3 de mes amis. Mais comme j'organise pas le montage de leur table, je planifie leur mariage. Tout le mariage? Oui, parce que... Ouais. Bénévole ou bénévole payé? Parce que mon intention derrière, malgré le fait que j'aimais le travail que j'avais, le côté social, puis tu vois, le côté créatif, j'ai commencé à comprendre que ça me manquait parce que moi, j'étais dans le corporatif, c'était très carré, il y avait aucune place à la création. Et je me suis mis à m'intéresser au mariage, j'ai suivi une formation pour devenir wedding planner. Et puis, mon intention, c'était de commencer à le faire bénévolement avec mes amis pour avoir de l'expérience et ensuite, éventuellement, faire ça à mon compte. Parce que, tu sais, moi, mon intention, parce que je voulais faire, moi, de l'événement toute ma vie, on se rappelle, je voulais éventuellement commencer à organiser des mariages ici et là à mon compte, à être rémunérée, puis à un moment donné, quand je vais avoir assez de clients, je vais quitter l'emploi en agence et je vais être juste à mon compte. Parce que j'avais toujours eu ce désir-là de créer mon entreprise, de travailler pour moi. Ça avait toujours été une ambition. Fait que là, cet été-là, j'ai 3 mariages organisés, en plus d'un événement très problématique, qui est très exigeant, qui me demande beaucoup d'énergie, et tout le reste, là, parce que j'avais une équipe à gérer, puis des dizaines et des dizaines d'autres événements. Fait que ça, c'est là que ça a commencé. Puis là, c'est là que j'ai commencé à avoir des gens autour de moi, tu sais, mettons ma famille, comme « Hey, Émilie, me semble t'en as trop. » Mais là, moi, de me dire, non, pas de me dire, je leur disais, ouais, mais ça va aller, moi, je suis différente. Moi, je suis faite plus forte que les autres. Ah ouais? Ouais, fait que c'est ce sentiment d'invincibilité-là. Et pourquoi tu avais cette croyance-là? C'était beaucoup dans la culture d'entreprise aussi. On était plusieurs au bureau à se dire ça, puis à se comparer. On se valorisait là-dedans, finalement, puis
Puis peut-être que ça m'a juste aidé à toffer plus longtemps, je sais pas. Mais ouais, c'était quand même dans la culture d'entreprise, comme nous étions des machines de guerre. Ouais, on était des machines de guerre. Puis je le verbalisais comme ça. Fait que je me disais, ben les autres, eux, ils seraient pas capables, mais moi, je suis comme ça. Puis j'associais beaucoup l'ambition avec la quantité de travail qu'on abattait. Tu sais, j'associais beaucoup l'accomplissement aux heures de travail aussi qu'on faisait, ce qui fait que moi, tu sais, là, j'étais fréquemment dans les 50 heures par semaine. J'avais des amis, des fois, qui, eux, dans leur année, il y avait des périodes basses, là, ce qui est quand même normal. Puis, tu sais, moi, je me disais, puis en tout cas, j'ai toujours un peu, je trouve ça toujours un peu drôle quand je dis ça, mais en tout cas, je le dis pour que ça parle aux gens. Les gens, à l'époque, qui travaillaient moins de 40 heures, moi, je pensais que c'était des gens qui n'avaient pas d'ambition. Tu sais, j'avais des amis, des fois, qui travaillaient un petit 35 heures, puis ils me disaient, ah, tu sais, moi, j'ai eu une semaine tranquille, puis tu sais, je leur disais pas parce que c'était mes amis, puis je les aimais, mais tu sais, je les jugeais là en dedans, là, puis je me disais, hey, c'est pas drôle, elle a pas d'ambition, tu sais. Mais alors que moi, je me tuais à l'ouvrage, mais j'avais pas de vie, tu sais. Je pensais que j'avais une vie, mais j'en avais pas. Mais ça, je le comprenais pas encore à ce moment-là. Et tes proches, quand tu leur dis ça, en gros, je suis une machine de guerre pour le résumer très brut, ils te répondent quoi à ça? Ben, je pense qu'il me laisse aller avec ça. Puis, tu sais, mon chum, il me voyait aller. Je veux dire, c'était lui qui me voyait le plus aller, c'était mon conjoint. Puis, tu sais, mon chum, s'il y a quelque chose, il y a beaucoup de sagesse dans mon chum. Tu sais, on dirait qu'avant, là, quand que j'étais dans ce mindset-là de machine de guerre, de go, faut en faire plus, tu sais, des fois, je trouvais que mon chum allait pas assez vite. Je trouvais qu'il prenait trop de temps pour lui à place de travailler. Tu sais, des choses comme ça. Mais lui, il avait compris quelque chose. Puis, avec les années, il a détendu positivement sur moi. Puis, tu sais, quand quelqu'un... Mon chum, il savait là, que moi-même, je ne voulais pas m'aider. Donc, il savait que lui, il ne pouvait pas m'aider. Tu sais, dans la vie, quelqu'un qui veut pas s'aider, ça sert à rien d'essayer de le sauver, ça fonctionnera pas. Fait que mon chum n'essayait pas de me sauver parce qu'il savait que ça fonctionnerait pas. Je ne voulais pas m'aider. Puis moi, je voyais pas, là. Je voyais pas clair du tout, là, à ce moment-là. Puis, il y a forcément un moment où on bute le mur. Oui, là, plus les années passaient, je veux dire, là, dans la dernière année, tu sais, je dis que ça a commencé 3 ans avant. Il y a eu des up and down, mais c'est ça, un peu avec l'épuisement. Il y a toujours des up de temps en temps. Il y a des bonnes journées au travers, ce qui fait qu'on se dit, ça va bien dans le fond. Tu sais, c'est juste qu'avant, j'avais une mauvaise passe ou avant, c'était une mauvaise journée. Mais quand c'est up and down tout le temps, tu sais, je pense pas que ce soit normal. Puis dans la dernière année, dans le dernier comme 6-7 mois avant que je déclare forfait, si on peut le dire comme ça, c'est là que ça a commencé à s'intensifier. Là, je veux dire, j'avais plein de symptômes que je n'avais pas avant. J'étais rendue très maigre. J'étais rendue maigre. Ça, tu te le faisais dire par tes proches, non? Ben moi, je me voyais plus mince, mais je trouvais ça beau parce qu'on est dans une société qui valorise la minceur. Donc, je trouvais ça beau. Puis je veux dire, j'ai jamais été grasse avant, là. C'est juste que là, je trouvais que c'était beau, que mes gilets me fitaient mieux, mais mes pantalons étaient beaucoup trop grands. Et voilà, puis tu sais, je veux dire, c'est pas mon ossature était pas faite pour ce poids-là, là, tu sais, j'avais peut-être un 10 livres de moins que maintenant, là. Fait que ça paraissait. Après ça, j'avais des cernes un peu en dessous des yeux. Là, mon sommeil était quand même troublé. Là, je faisais de l'anxiété, mais tu sais, je pensais pas que c'était de l'anxiété vraiment. Je voyais plus ça comme du stress, mais quand la boule de stress nous habite continuellement, tout le temps, 7 jours sur 7, moi, je pensais que c'était normal. Mais tu sais, c'est pas normal. Je pleurais souvent aussi, là, tu sais, au bureau, je pleurais souvent. Ah, au bureau? Au bureau, mais pas devant mes collègues, parce qu'on se rappelle que j'étais chef d'équipe, donc eux, ils ont jamais rien vu aller, là, mais comme parfois, quand j'allais me confier dans le bureau d'une de mes collègues, ou tu sais, de mes collègues supérieurs, ou comme j'avais d'autres collègues d'égal à égal au sens hiérarchique, là, d'autres chefs d'équipe, tu sais, là, à elle, je me confiais, puis à elle, je pleurais souvent, là. Fait que, ouais, mais je pleurais souvent parce que oui, ça allait pas bien, mais comme je pleurais vraiment souvent comparé à qui je suis normalement, tu sais. Puis la motivation, la vie qui fait comme plus de sens, puis c'est ce sentiment d'être toujours tiré vers le bas, tu sais, continuellement, je me disais, c'est-tu juste ça, la vie, là, comme... C'est comme si ça avait plus de sens. Puis en dedans de moi, je me disais, il y a quelque chose qui cloche, mais tu sais, je voulais pas le voir. Puis j'arrêtais pas de me dire... C'est une affaire que je me répétais souvent, là. J'avais lu ça dans un livre, puis je me disais, OK, t'as le droit de lâcher, mais pas aujourd'hui. Mais ça, je me répétais ça tous les jours, là, comme... Il y a plus de fin, là. Il y a plus de fin, il y a plus de fin. Fait que c'est un moment que c'est ça, là, ça allait vraiment plus. Puis, à un moment donné, je suis même allée googler les symptômes. Non, j'ai comme googlé quelque chose comme...
Symptômes, épuisement professionnel. Puis là, j'ai vu que j'avais comme au moins 75% des symptômes. Puis là, j'ai juste fermé l'ordi puis j'ai joué à l'autruche en me disant, c'est un hasard, là. Mais ce n'était pas un hasard. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment de l'arrêt de travail pour arriver là? Parce que tu parles pour toi, l'épuisement commence le jour où tu arrêtes de travailler. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe cette journée-là? Cette journée-là, en fait, ça se passe que c'est un soir que je travaille encore. C'est un soir, je travaille encore, puis une de mes grandes amies qui était aussi collègue de travail à ce moment-là, qui était aussi chef d'équipe, elle m'appelle pour me parler d'un dossier. Donc, elle m'appelle le soir pour qu'on parle de travail, puis je lui dis... En même temps, j'ai dit, hey, j'ai mis à jour mon CV. Puis, je commence à regarder des offres d'emploi. Fait que j'ai dit ça, là. J'étais comme un peu dans une motivation parce que je comprenais qu'à un certain moment, il fallait que je me sorte de là parce que justement, je voyais bien que personne n'aime sauver, tu sais. Fait que j'ai dit, je pourrais prendre la petite dernière boule d'énergie que j'ai pour peut-être changer de travail. Mais en même temps aussi, parenthèse, je ne voulais pas aussi tant changer de travail parce qu'à ce moment-là, je voulais aussi tomber enceinte pour avoir un enfant. Fait que là, je me disais, c'est un meilleur timing comme sécurité. Avant. T'sais. Voilà, exactement. C'est mieux ça que de commencer un nouveau travail puis de tomber enceinte, tu sais. Fait que j'ai dit ça à mon amie, puis plutôt que de me dire, hey, bonne idée, comme c'est vraiment chouette, puis oui, go, elle me dit avec franchise et ouais. Elle me dit, tu sais, Émilie, elle dit, je suis allée chez toi parce qu'elle était venue bruncher chez moi la semaine d'avant, puis elle dit, t'as pas l'air bien. Puis elle a dit, même mon chum était là, puis il t'a trouvé maigre. Il m'a même dit qu'il avait envie de te prendre dans ses bras. Elle a dit, Milly, t'es pas grosse, t'as l'air fatiguée. Comme elle dit, je pense que c'est pas d'un nouvel emploi que t'as besoin, mais c'est de prendre soin de toi. C'est de t'arrêter, tu sais. Puis là, ça m'émeut encore de penser à ça parce que je pense pas que j'aurais arrêté si j'avais pas eu cet appel-là. C'est elle qui t'a sauvée. Ouais. Tu m'émeus aussi. Ouais. C'est beau quand même comment une remarque. Puis je sais pas si t'en as reparlé avec elle par après. Oui, on en a reparlé, oui. Puis est-ce qu'elle a senti à ce moment-là qu'elle pouvait avoir un poids sur ta trajectoire en te disant ça? Je sais pas si sur le moment, elle savait à quel point elle avait un poids, mais chose certaine, c'est qu'à ce moment-là, je me suis mis à pleurer, là, parce que là, j'étais prête à l'entendre, tu sais. Je veux dire, c'était pas la première à me dire des choses sensiblement comme ça, mais là, ce soir-là, c'était le moment. Comme, tu sais, quand je te disais, tu peux pas sauver quelqu'un tant qu'il veut pas se sauver, c'est comme si, là, j'acceptais de laisser tomber la serviette. Fait que là, je me mets à pleurer, ouais. Fait que là, je me mets à pleurer au téléphone, puis là, je me rappelle pas si je lui ai confirmé, mais comme moi, dans ma tête, j'ai dit, OK, là, c'est terminé. Fait que là, après ça, mon chum est comme descendu pas longtemps après, puis là, je lui dis en pleurant, là, c'est terminé, comme je vais aller voir mon médecin parce que, en fait, j'étais due pour mon rendez-vous annuel comme quelques temps avant, mais je repoussais toujours mon rendez-vous parce que j'avais peur d'aller chez le médecin parce que j'allais pas bien et je me doutais qu'il allait peut-être s'en rendre compte et j'avais peur qu'il m'arrête. Mais là, moi, je me disais, mais je suis indispensable au bureau. Qu'est-ce qu'ils vont faire si j'arrête? Qu'est-ce qu'ils vont faire si jamais je m'en vais? Tu sais, comme si l'entreprise allait s'écrouler parce que c'est vraiment comme ça que je le voyais. Fait que je repoussais ça. Mais là, j'ai dit, OK, je vais appeler mon médecin. Ce qui fait que le lendemain, là, ça, c'est un mercredi soir que j'ai l'appel de mon ami. Puis aussi, dans les bras de mon chum, je l'ai aussi supplié d'appeler mon médecin. Puis il m'a dit non. Il a dit, c'est toi, il faut qu'il le fasse. Oh. Ouais. Puis le lendemain, c'est le jeudi. Je dors pas de la nuit parce que je fais juste penser à ça. Le jeudi matin, j'envoie un courriel à ma supérieure, puis je call malade en bon québécois. Donc, je dis que je ne peux pas rentrer parce que je suis malade. Puis à ce moment-là, ça fait 7 ans que je suis au travail, puis c'est la première fois que je ne rentre pas. C'est la première fois que je rentre pas. Fait que pendant cette journée-là, je passe la journée finalement à planifier. Je me fais un bon brain dump là, dans le langage de la planificatrice. Là. Je fais un brain dump de tous les projets que j'ai, où est-ce que je suis rendue, c'est quoi les choses à faire, parce que le lendemain, je le sais que je m'en vais dire que je m'en vais leur annoncer que je m'en vais. Cette journée-là, j'appelle mon médecin et tout, puis l'arrêt est immédiat à partir du lendemain. Fait que le lendemain, j'aurais pu juste ne pas y aller puis envoyer un papier, mais c'était pour moi important de le dire en personne. Fait que le lendemain matin, tellement de stress, je m'en vais au bureau, j'arrive avant tout le monde. Puis là, comme pour mal faire, la responsable des ressources humaines qui arrive d'habitude super tôt, elle arrivait comme plus tard. Fait que là, j'étais comme dans ma boule de stress, d'angoisse. Quand elle arrive, je m'en vais dans son bureau,
j'éclate en pleurs. Puis là, je me cache volontairement parce qu'il y a une fenêtre dans son bureau, puis je veux donc bien pas que personne me voit pleurer. Fait que là, je me cache, puis là, je lui annonce que c'est la fin. Et elle n'est pas surprise. Ben, je veux dire, c'est sûr que ça crée quelque chose parce que elle espérait pas que ça se rende là, mais en même temps, elle est pas surprise, tu sais. Puis après ça, on l'annonce à la présidente de l'entreprise. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai fini ma journée. Ben, je veux dire, on a été longtemps en rencontre, puis à tout voir ça. J'ai quand même voulu finir ma journée. J'ai voulu finir de classer mes courriels pour que ma boîte courriel soit zéro. J'ai rencontré les personnes qui étaient impliquées dans mes dossiers. Fait que je suis partie la dernière ce soir-là. Je suis comme partie à 18h avec un gros mal de tête. Puis là, je m'en allais chez nous en sachant comme pas ça allait être quoi la suite. Et ça a été quoi la suite? La suite... très proche, là. Parce que, ouais, sans vouloir te couper là-dedans, mais juste pour voir si ça se vérifie, ça doit être quand même très difficile. T'as fait une dernière journée de travail. T'es pas juste allé annoncer. Ouais. C'est comme s'il fallait que tu finisses cette journée-là comme il faut, comme tu l'as toujours fait. C'est pour ça qu'on est revenu aussi loin. Oui. Pour vraiment, entre guillemets, profiter de ton épuisement. C'est très bizarre à dire, mais c'est comme si pour lui laisser de la place, voilà. Oui, fait c'était super important pour moi. Puis tu sais, ma supérieure, elle me l'a dit, elle a dit, tu veux-tu t'en aller maintenant, comme tu sais, t'as le droit, là. Puis elle m'a vraiment mis aucune pression, mais tu sais, c'était important pour moi de bien finir les choses, parce que sinon, j'aurais pas été confortable. J'étais pas 100% confortable de revenir parce que là, j'avais toutes mes... Tu sais, il y a aucun de mes clients à qui j'ai eu le temps de dire bye, il y a aucun de mes clients à qui j'ai pu annoncer. Tu sais, ça a été... C'est eux qui ont fait ça après ça, là, la semaine d'après. Fait que je me sentais pas 100% bien, mais au moins, j'avais l'impression au bureau que j'avais délégué au meilleur de mes capacités à ce moment-là la charge de travail. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe après? Après, ma sensation immédiate, c'était la vie me donne une deuxième chance. Puis c'est drôle parce qu'on avait un souper de prévu avec des amis, je pense, le samedi ou le dimanche soir. Puis là, mon chum, il dit, on n'ira pas. J'ai dit, non, comme on va y aller, ça va peut-être me faire du bien. Puis là, j'ai vécu le premier malaise. On va souper chez des amis, puis il y avait des gens que je connaissais pas. Fait que, tu sais, on fait un petit peu de small talk. Qu'est-ce que tu fais? Puis tout ça. Puis là, moi, j'annonce, parce que moi, j'ai pas l'énergie de faker ou de dire que ça va bien, là, comme... Oui, j'étais capable d'avoir un sourire dans le visage parce que oui, dans le moment, on avait du plaisir avec les amis, sauf que là, j'ai eu le premier malaise parce que je dis, là, je viens de tomber en arrêt de travail. Et là, le malaise est palpable. Puis là, je trouve ça drôle. Drôle, oui et non, là, au sens où c'est parce que j'avais jamais eu tu sais, moi, je connaissais personne qui avait eu ça. Puis moi, j'avais juste pas l'énergie de mentir ou quoi que ce soit. Fait que je me suis dit, moi, je le dis, là, je vais pas essayer d'inventer que ça va bien. Malaise, on change tout de suite de sujet. Bon, OK, là, c'est correct. Puis là, moi, je me suis dit, mais là, je veux dire, j'ai vécu ce malaise-là après ça à d'autres personnes, tu sais, dans les semaines qui ont suivi. Puis après ça, il y avait aussi je me suis rendu compte en m'ouvrant aux gens, parce que moi, j'avais décidé de m'ouvrir, de dire que j'étais en épuisement. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, à mots couverts, « Hey, moi aussi, j'ai déjà fait un épuisement. » Ou « Hey, moi aussi, je pense que j'en ai déjà fait un. » Mais tu sais, personne me disait ça. « Hey, moi aussi, on va en jaser. » C'était plus, « Ouais, moi aussi. » Tu sais, je sentais la honte derrière l'histoire des gens, mais en même temps, j'étais là, « Ah, je suis pas toute seule. » Ou comme, voir qu'on se connaît depuis 3 ans puis je savais pas que tu avais déjà fait un épuisement, tu sais, à quel point je te connais pas finalement. Fait que ça m'a comme rassurée de voir que finalement, j'étais pas toute seule parce que je me sentais très, très seule. Mais aussi, je trouvais ça étrange à quel point les gens n'en parlaient pas plus. Puis dans tout le peu d'énergie que j'avais, je me disais, quand je vais remonter la pente, moi, je veux en parler, je veux que ce soit moins tabou parce que je me sentais seule. Je me rappelle, tu sais, là, je tombe en arrêt de travail le vendredi. Le lundi matin, il faut que j'appelle le chômage, la maison des... Tu sais, pour moi, c'était la maison des fous. C'était tellement difficile de m'asseoir à mon ordi, de savoir qu'il fallait que j'appelle quelque part. Puis là, je savais que ça allait être long. Tu sais, ça, pour moi, là, c'était une première action dans mon épuisement qui a été très épuisante, là. Puis c'était comme une montagne que d'appeler le chômage. Puis je me sentais seule. J'ai googlé comme, y a-tu des organismes, des choses comme ça? Peux-tu me trouver une petite tribu, une petite crowd, des gens avec qui je peux échanger? Puis tu sais, je trouvais juste des articles scientifiques ou comme des articles de psychologues ou plus, très médical là, sur l'épuisement. Fait que tu sais, je trouvais pas, moi, de livre comme le livre que je suis en train d'écrire, tu sais. Je trouvais pas de personnes avec qui je pouvais en parler ouvertement, sans jugement. Fait que je me suis comme un peu donné indirect. Tu sais, je pense que c'était pas tant affirmé, mais il y avait au fond de moi déjà une petite flamme qui disait, OK, comme je pense que va falloir en parler de ça, va falloir rendre ça moins tabou, puis normaliser l'épuisement parce que
c'est présent, là. C'est présent, là. La statistique de cette vidéo, ça va être 2 personnes sur 10 au Canada, selon Statistique Canada, souffrent de stress lié au travail, mais très élevé ou élevé. Donc, on parle vraiment d'un niveau haut, mais ça pourrait être moyen aussi, qu'on n'a pas cette stat-là. Et la difficulté aussi de la conciliation vie privée, vie professionnelle. Puis t'en as parlé, en fait. T'as parlé beaucoup de la vie professionnelle, mais certainement que ta vie personnelle, ça, tu disais, j'ai délaissé les arts, j'ai délaissé mes loisirs, t'en avais pas. La vie personnelle, je sais pas comment c'était rendu, mais il y a cette conciliation-là qui n'existait pas dans ton cas, ou peu. Très, très peu. En fait, moi, c'était le travail. Et tu sais, heureusement, entre guillemets, je n'avais pas encore d'enfant. Et mon conjoint, à l'époque, travaillait de nuit, ce qui fait que, tu sais, la semaine, moi, je travaillais le soir, lui, il dormait le soir. Fait que, tu sais, c'est comme si ça me permettait d'avoir ce rythme effréné-là sans impacter notre vie de couple, vraiment. Et comme on n'avait pas d'enfants, c'était peut-être plus simple. Donc, j'étais vraiment dans ce rythme effréné-là au point où je me dédiais tellement à mon travail que, comme tu le disais, je savais même plus. Non seulement je savais plus qui j'étais, mais je savais plus du tout ce que j'aimais, là. Puis ça, c'est des questionnements que j'ai commencé à avoir après ça, une fois que j'ai été vraiment en arrêt de travail, puis que t'es soudainement seule avec toi-même, avec beaucoup de temps, que là, ces genres de réflexions-là ont émergé à un moment donné. Donc, on revient au moment où tu es devant ton ordinateur, tu t'inscris à l'assurance emploi. OK, après, tu fais quoi de ton temps? Parce que ça, finalement, là, tu te retrouves avec beaucoup de temps devant toi, mais tu dois prendre soin de toi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu savais comment faire? Non, parce que ça, on ne nous enseigne pas ça à l'école et c'est pas... ça allait peut-être plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais tu sais, c'était pas nécessairement valorisé, ou en tout cas, dans mon entourage proche, c'était pas nécessairement valorisé que de prendre, tu sais, du temps pour soi. Tu sais, on prend du temps pour soi quand les tâches sont finies, quand la maison est clean, quand le lavage est fait, ou au travail quand que toutes les tâches sont finies, mais ça arrive jamais que toutes les tâches sont finies au niveau professionnel, donc... Comment j'apprends à prendre soin de moi? En fait, je l'apprends sur le tas parce que je l'ai jamais vraiment fait. J'ai toujours priorisé les autres, j'ai toujours priorisé les autres, tant les personnes que les projets que le travail. J'ai toujours donné mon énergie et mon temps à tout le monde, sauf à moi-même. Donc là, je voulais du temps. Tu sais, quand j'étais dans le jus puis j'étais super occupée, je voulais du temps. Puis là, j'en avais puis je savais comme pas trop quoi faire avec. Mais en même temps, j'avais tellement plus d'énergie, là. Moi, vider le lave-vaisselle, là, c'était une montagne, là. Donc, je le faisais pas. Tu sais, pour te dire, au niveau de l'énergie, là, je me suis déjà rendue à 4 jours sans me laver. Ça a été le plus long, là, puis c'était pas comme ça chaque semaine, mais comme c'était à ce point, ce qui fait que moi, j'écoutais jamais de séries, j'écoutais jamais à la télé, je me suis mis à faire ça. Fait qu'on s'est abonné à Netflix, on n'avait jamais été abonné à Netflix avant, puis là, je me suis tapé les Downton Abbey dans ce temps-là. Après ça, j'en ai écouté une autre, fait que je me suis vraiment lâchée lousse dans les séries télévisées, ça m'a fait du bien, ça me faisait... J'avais aussi beaucoup de difficultés à me concentrer à ce moment-là, fait que tu sais, je pouvais pas vraiment lire un roman, là, c'était plus facile pour moi à suivre une série télé. Je faisais ça, je dormais, j'essayais de voir des amis de temps en temps, ça me faisait quand même du bien, mais j'avais les premiers soupers que j'ai eu avec des amis, là, tu sais, avec des amis, c'est souvent des soupers de 3 heures, là, j'avais beaucoup de difficultés à garder le cap sur la conversation parce que c'était très exigeant. Ensuite de ça, j'ai commencé à lire, là, j'ai comme dévoré des sagas, là, tu sais, des gros livres, puis je pense que ça me faisait du bien de m'évader dans les histoires des autres personnes plutôt que de juste penser à la mienne. Parce que je veux dire, ça me trottait quand même en tête, c'est quoi le après? C'est qu'est-ce qui va se passer? Je veux-tu retourner à mon ancien travail? Puis là, à chaque mois, je voyais mon médecin. Puis là, j'étais stressée à chaque fois que je voyais mon médecin parce que je me sentais pas prête. Mais en même temps, tu sais, quand t'es en épuisement, ça se passe entre nos deux oreilles. Hein? Tu sais, on n'a pas de plaie ouverte, là. Tu sais, si j'avais une plaie ouverte, là, tout le monde... Voilà, tu sais, quand c'est visible, les gens sont ils savent quoi faire pour t'aider, ils veulent t'aider, ils voient que ça va pas. Mais là, tu sais, de l'extérieur, j'avais quand même l'air de bien aller. Tu sais, j'étais pas sur mon divan à pleurer tous les jours, là. J'étais capable de sourire, j'étais capable d'avancer. Fait que les gens voyaient pas, puis tu sais, les gens voulaient m'aider, mais ils savaient pas comment. Il y avait parfois aussi souvent des malaises. Puis tu sais, même moi, je savais pas comment les autres pouvaient m'aider parce que je savais même pas comment m'aider moi-même à ce moment-là, là. Donc, la lecture... Et ça, on parle de moi, là, avant que tu passes des séries à la lecture. Ouais. Puis moi, je me souviens que tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué quand on s'est parlé, c'est j'ai recommencé à dessiner. Oui. En fait, au début de l'épuisement, on est allé dans un Renaud-Bré, mon chum et moi, puis comme par magie, tu sais, on dirait que dans l'étagère, il y avait de la lumière, là, un soleil autour d'un livre. C'était le livre de Manon Lavoie, Créer le meilleur de soi. Et là, j'ai vu ce livre-là, puis il m'a vraiment parlé.
Puis là, je l'ai pris, puis j'ai regardé, puis c'est comme si ce livre-là m'a permis de me rappeler que j'aimais ça créer. Je l'avais oublié. Je l'ai acheté, je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé sur le coup. J'avais pas l'énergie, là. J'avais vraiment pas l'énergie, ce qui fait que je l'ai pas beaucoup utilisé, mais au fur et à mesure, tranquillement, j'ai comme un peu recommencé à reconnecter avec la petite artiste que j'étais, mais que j'avais gentiment mis dans un placard. Fait que ça m'a fait du bien un peu de renouer avec ça, puis de me donner l'autorisation de me donner l'autorisation de redécouvrir Émilie Vien comme qu'est-ce qu'elle aime vraiment, là. Parce que ça, je le savais pas, tu sais, je le savais plus, là. Et qu'est-ce que tu dessinais? Je sais pas, je connais pas le livre. Là, est-ce qu'il y a des instructions? Ben, il y a plein, en fait, c'est plein d'exercices, là. Ouais. Tu sais, je trouve que l'approche de Manon Lavoie est extraordinaire. C'est comme un peu amener l'art à l'opposé de la perfection, chose qui était très difficile pour moi, et dans un objectif un peu thérapeutique, si on veut. Il y avait un exercice que j'aimais beaucoup faire, qui était, tu prends une feuille que tu fais en quadrillé, là, tu fais des petits carrés, puis à chaque journée, tu dessines un peu comment tu te sens dans ta journée, ou c'est quoi qui s'est passé dans ta journée, bref, ça peut être plein de choses. Puis à la fin, ça te fait comme un peu une mosaïque. Puis c'est intéressant parce que je l'ai encore, cette mosaïque-là, aujourd'hui, puis quand je la regarde, je sais exactement comment je me trouvais, tu sais. Comment je me sentais, ouais. C'est une mosaïque sur combien de temps? Écoute, je l'ai pas fait de façon très constante parce que la constance était très difficile à ce moment-là de ma vie, mais tu sais, ça s'est peut-être étalé sur plusieurs mois, là. Mais tu sais, j'en faisais pas à tous les jours, là. Des fois, je faisais 3 jours en enfer, après ça, 3 semaines sans en faire. Ouais. Avec la constance que tu avais à ce moment-là. Voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est une sorte de météo émotionnelle, mais qui passe par le dessin. Tellement bien dit. Puis qu'on pourrait continuer à faire même en allant bien. Là, je trouve absolument. que ça tombait parfaitement pour ton épuisement. Oui, mais... fait que ça a vraiment commencé un peu comme ça. Après ça, j'ai réintégré le bullet journal à un certain moment. Ça, c'est peut-être un peu plus tard, là, mais c'est comme un peu l'aspect un petit peu plus créatif que j'ai comme accepté j'ai comme donné la permission à ce petit volet-là artistique de réintégrer tranquillement ma vie, là. Bon, évidemment, ça passe vite, là, l'entrevue. On n'a pas le temps d'aborder tous les points. On va inciter les gens à lire ton livre, à se procurer le livre si ce n'est pas déjà fait, pour connaître plus de détails sur comment tu vis ton épuisement au quotidien. Mais tu m'as dit aussi quelque chose qui m'a sauvée pendant mon épuisement et qui peut-être a commencé à changer la donne, là, si on va vers la lumière, puis là, l'Émilie qui se dirige vers la planificatrice, c'est de déculpabiliser et de lâcher prise. Par rapport au temps que tu avais, parce que là, on voit que tu renoues avec la culture, l'art, en fait, que tu avais délaissé. Mais moi, pour avoir discuté avec quelques personnes qui ont vécu l'épuisement, j'arrivais pas à ne rien faire. J'avais toujours un projet. Tu sais, tu délaisses, bon, il y a eu le travail, mais tu délaisses aussi des projets personnels quand tu tombes en épuisement. C'est comme si ceux-là, j'ai du mal à ne pas les continuer. J'ai pas l'impression que tu as vécu ça dans ton cas, mais donc parle-moi un petit peu de la déculpabilisation. Est-ce que c'était par rapport à ce que tu traversais? Oui, comme c'est sûr que j'ai appris à lâcher prise à ce moment-là, parce que moi avant là, je tenais les choses, tu sais, il y avait une certaine rigidité, contrôle, rigidité qui m'habitait très profondément. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu sais, je pense que quand on vit un épuisement, on est tous à des niveaux différents. Moi, j'étais vraiment avec un niveau d'énergie rendu très très bas et je veux dire peut-être que c'était une bonne chose, mais le fait de ne pas avoir d'enfants, j'étais pas obligée de leur faire à manger, là. Tu sais, je veux dire, quand t'es en épuisement, mais que t'as des enfants à la maison, faut quand même que tu les prépares le matin pour aller à l'école. Tu sais, oui, t'as peut-être l'aide d'un conjoint, mais faut quand même qu'ils mangent, qu'il soit lavé le soir, même si toi, t'es pas capable de te laver. Fait que moi, j'avais pas cette réalité-là, ce qui fait que ça m'a vraiment enlevé une pression, peut-être, puis là, j'ai juste arrêté de tout faire, là, comme tout ce qui était tellement important pour moi avant, ça devenait secondaire, puis tu sais, comme... Ouais, c'est ça, j'ai appris à lâcher prise, puis là, je pense tout le temps à ça, mais comme le ménage, par exemple, ou comme faire bien les choses, la perfection, tu sais, moi, j'étais très, très perfectionniste. Là, c'est comme si j'acceptais de lâcher prise, puis que finalement, je me foutais un peu de ce que les autres allaient penser, parce que j'avais juste plus l'énergie, j'avais plus d'énergie pour ça, là, pour me soucier de ce que les autres allaient penser, parce que je m'étais tellement... soucier de ça avant l'épuisement, tu sais, parce qu'avant de tomber, tu sais, qu'est-ce qui faisait que j'ai tiré l'élastique, puis avant de tomber en épuisement, c'est qu'on a peur. On a peur de ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont dire. Tu sais, il y a une honte qui vient avec ça, il y a un grand sentiment de faiblesse, là. On se sent vraiment faible, là.
de pas avoir réussi à passer à travers ça. De l'éviter. De l'éviter, tu sais, je me sentais, tu sais, j'étais une machine de guerre, mais dans le fond, c'est comme si je me rendais compte que j'étais vraiment faible et que j'étais pas ça. Fait que, ouais, j'ai appris à lâcher prise, puis ça, aujourd'hui, je vais bien, je suis remise, mais ça, c'est quelque chose que j'ai quand même choisi de garder. C'est difficile là, parce que je suis quand même un petit peu control freak dans mon ADN, mais j'apprends à lâcher prise parce que c'est un choix que je fais quotidiennement juste pour pas retomber dans des anciens patterns comme ça. Et le ménage, c'est d'ailleurs quelque chose que tu ouvertement partages sur tes réseaux sociaux quand il n'est pas fait maintenant. Exactement, parce que c'est ça. Il faut choisir nos priorités. Puis là, moi, ma priorité, c'était de prendre soin de moi. En tout cas, d'apprendre à prendre soin de moi. Ouais. Puis j'ai finalement appris, ouais. Ça, t'as fini par le comprendre. J'aimerais un petit mot sur les proches quand même. À ce moment-là, t'as parlé de l'impuissance de vouloir aider, mais on sait pas comment. Mais si on parle vraiment des proches, là, ton conjoint, tes parents, à ce moment-là, c'était quoi la meilleure chose qu'ils pouvaient t'apporter? J'ai vraiment l'immense chance d'avoir une famille très présente. Tu sais, ce qui fait que quand on a un épuisement ou une épreuve, peu importe c'est quoi dans la vie, là, ça shake. Ce qui fait que quand les fondations sont pas solides, ben on peut s'effondrer encore plus bas, tu sais. Moi, j'avais la chance d'avoir une fondation très solide, un conjoint hyper présent, comme à partir du jour où je suis tombée en épuisement, lui, il m'a mis zéro pression, genre jamais qu'il m'a fait remarquer que, je sais pas, j'aurais pu faire de quoi de ma journée. Au contraire, lui, s'il savait que j'avais rien fait, il était comme content, parce que ça voulait dire que je m'étais reposée. Fait qu'il y a eu ça, beaucoup, puis c'est beaucoup d'amour, là, je veux dire, à travers tout ça, mon chum, il était super présent. Sinon, mettons, au niveau de mes parents, de qui je suis hyper proche, ben j'ai vraiment appris à leur demander de l'aide. Parce que ça, je me rends compte qu'avant, ben sûrement que je le faisais, ou en fait, non. Avant, ce qui devait arriver, ça devait être toujours eux qui me proposaient de l'aide, puis là, je disais oui ou non. Mais je sais pas à quel point je demandais de l'aide avant à eux, mais là, maintenant, ben, parce que c'est resté, là. Mais pendant l'épuisement, là, c'était que là, j'acceptais de demander de l'aide. C'est comme si j'avais pas l'énergie de me sentir mal, de demander de l'aide. Je faisais juste demander de l'aide, puis j'en avais besoin, là. Ouais. Non, encore une fois, tu avais compris que ça pouvait t'aider de demander de l'aide. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est resté après. Là, on a souvent un sentiment de culpabilité des fois de oser demander de l'aide. Je dis pas qu'il est tout le temps absent, mais là, je passe par-dessus ça aujourd'hui parce que je sais que ça peut servir. C'est l'un de tes plus grands enseignements de cet épuisement, peut-être? Peut-être, ouais. Peut-être. Il y aurait tellement tant d'autres choses à aborder, mais quand même, tu tombes enceinte pendant ton épuisement. Tu nous avais parlé du projet bébé, ça finit par arriver. Ça finit par arriver après, parce que bien entendu, le petit bébé ne voulait pas s'accrocher à une maman stressée et pas en santé. Et ce qui est très drôle, puis je pense avec le stress, là, il y a tellement de femmes qui tombent enceintes quand ils sont en vacances. Là. Moi, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, mon conjoint et moi, on a décidé... Ben, pendant l'épuisement, quand je suis tombée en arrêt de travail, on est allé voir le médecin. Puis là, en tout cas, à un certain examen, il m'a parlé parce qu'il savait qu'on essayait de concevoir un enfant. Il m'a comme clairement laissé savoir. Il a dit, tu sais, c'est peut-être pas le bon moment là de vouloir faire un enfant. Fait que mon chum et moi, on a la discussion, puis on se dit, OK, on va mettre on hold, on va mettre sur pause notre projet bébé, puis on reviendra à ça plus tard. Fait que je suis vraiment déçue, mais bon. Mais le petit bébé s'est accroché juste avant ça. Parce que si on regarde les dates, là, je suis tombée enceinte dans les 2 semaines qui ont suivi mon arrêt de travail. Comme quoi que c'est ça. Mon corps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de stress qui est tombé quand j'ai arrêté de travailler. Puis c'est à ce moment-là que le petit bébé s'est accroché. Mais entre-temps, nous, on a comme arrêté. Moi, quand je suis tombée enceinte, quand j'ai appris en fait que j'étais enceinte, c'était une grosse surprise parce que c'était comme pas prévu. Parce qu'on avait choisi d'attendre. Mais finalement, il était juste accroché juste avant, tu sais. Puis, c'est spécial de vivre ça. Ben oui, parce que le médecin te dit ça dans notre tête. On se dit, bah oui, ça c'est le rationnel. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça contribue à ta guérison ou ça te met quand même un bâton supplémentaire dans les roues pour avancer toi-même? Il y a les deux, je pense, parce que, bon, je pourrais jamais dire c'est quoi de vivre un épuisement sans être enceinte parce que ça le fait partie de mon expérience, qui fait que, est-ce que ça l'a accentué la fatigue? Fort probablement. Est-ce que ça l'a accentué certaines émotions? Possiblement, je le saurais jamais, tu sais. Mais en même temps, ça a comme été une petite lumière au bout du tunnel parce que là, j'avais un projet, j'avais comme quelque chose à quoi me rattacher. Avec une belle échéance. Avec une belle échéance le très 9 mois est clair. Exactement. Fait que, ouais, fait que c'est comme,
c'est ça, ça a comme été le début de la lumière. C'est un petit soleil qui s'en venait. Puis c'était comme un beau projet auquel me rattacher parce que là, à ce moment-là, tu sais, moi, j'ai toujours été une fille de projet. Ben oui. Puis là, à ce moment-là, je n'avais plus de projet. Puis moi, dans la vie, les projets me drive. Là, je suis toute seule sur mon divan à écouter des séries. Là, c'est pas un projet, ça, là. Fait que là, ça a comme été un premier petit projet, si on veut, auquel se rattacher. Puis, ouais, fait que ça a été finalement, oui, un bâton dans les roues à certains moments, mais au final, je pense que ça a été une belle source de guérison. Et un deuxième bébé, c'est l'entreprise. Oui, je le nomme exactement ainsi. Donc, pratiquement 1 an, presque jour pour jour, après la naissance de mon fils Harrison, naissait La Planificatrice. Qui était un blog au départ. Qui était un blog au départ. Raconte-nous un petit peu comment c'est arrivé l'envie de faire un blog, parce qu'on est quand même passé des séries Netflix, le dessin, les livres. Oui. Puis là, écrire, se remettre à l'ordinateur aussi, mais pas pour le travail. Ouais, donc en fait, c'est tout un peu cette quête-là de renouer avec moi, de renouer avec mes passions, de renouer avec ce que j'aime. L'écriture est arrivée. Tu sais, quand je te disais, quand j'étais plus jeune, j'écrivais des histoires, j'aimais ça créer des choses, j'avais tout mis ça de côté. Donc là, d'écrire, pour moi, c'était comme accessible. Ça demandait pas de sortir de la peinture, puis plein d'affaires, puis des toiles. Non, j'avais juste besoin de mon ordi et écrire. Donc, je me suis dit, je vais écrire un blog. Ça va être ma famille qui va lire ça, puis ça va être bien correct. Puis l'objectif initial, c'était vraiment de renouer avec ma passion d'écriture, finalement. Renouer avec moi. Puis finalement, quand j'ai créé la plateforme sur le site web, il fallait que je rentre absolument un nom là, dans la plateforme. Fait que là, j'étais là, bon, comment ça va s'appeler? J'ai dit, je vais mettre ça, La Planificatrice, puis je vais le changer après. Et finalement, 5 ans plus tard, ce nom-là me colle à la peau, puis je le changerai pour rien au monde, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça, par un petit blog. Et le premier, j'ai libéré 3 articles comme au lancement du blog en janvier 2020. Puis un des 3 articles, le premier qui est sorti, c'était « Miser sur l'action plutôt que la perfection ». Puis ça, c'est encore aujourd'hui un gros apprentissage, je pense, de mon épuisement parce que la perfectionniste en moi a beaucoup contribué à l'épuisement aussi, là. Tu sais, oui, il y a la charge de travail, oui, il y a le contexte professionnel dans lequel je me trouvais, la culture, les clients, les mandats, mais il y avait beaucoup de moi aussi, là. Donc, on peut aller lire l'ancienne Émilie sur cet article qui est toujours sur le site, là. Oui, mais qui était déjà en renouveau, là, était quand même déjà en renouveau, là, parce que, tu sais, là, j'affichais haut et fort que je préférais passer à l'action plutôt que d'attendre la perfection. Fait que ça, c'était comme la Émilie 2.0, là, qui commençait tranquillement à renaître de ses cendres. Pour terminer, Émilie, donc l'écriture du livre, un projet qui te tenait à cœur et qu'on voit qui remonte quand même à loin, c'est ton premier livre. En parlant de clientèle cible, parce qu'il y a peut-être des gens là qui se sont reconnus dans ton témoignage, qui aient vécu l'épuisement, qui se sentent proches, etc. Tu t'adresses à qui dans ce livre-là? En effet, je pense que ce livre-là va vraiment servir à une clientèle quand même large, tant les gens qui sont peut-être en direction de tout ça, pendant, qui en ont vécu un, ou des fois des gens qui vivent avec des gens peut-être qui dans leur entourage en ont, mais tu sais, spécifiquement, je vais vraiment m'adresser à la clientèle de l'ancienne Émilie d'avant, tu sais, pas celle qui était au bord du gouffre, mais comme en direction de, tu sais, la personne qui est un peu workaholic, la personne qui est dans un tourbillon, elle est consciente qu'elle est dans un tourbillon, elle sait pas trop comment s'en sortir, mais qu'elle a peut-être encore un peu l'énergie de vouloir mettre en place des choses pour justement pas se rendre là. Parce qu'à un moment donné, quand on est rendu à l'épuisement, c'est pas des conseils puis des trucs qu'il faut mettre en place, faut prendre le temps, tu sais, faut prendre le temps, puis le temps, il y en a pour qui ça va prendre 2 semaines, il y en a pour qui ça va prendre 2 ans, là, on peut pas le savoir. Fait que je m'adresse, tu sais, spécifiquement à cette clientèle-là. Donc, les gens qui sont conscients qu'ils sont dans un tourbillon, qui aimeraient que ça change que ça change, ou des fois qui se disent c'est juste ça la vie. Tu sais, la fameuse question que je me posais à un certain moment donné, il me semble que ça devrait pas juste être ça la vie. Mais s'il y en a qui se posent cette question-là, je pense que ça va peut-être les aider. C'est ceux qui ont un peu l'impression d'avoir perdu un sens ou de s'être oubliés à travers leur vie d'adulte, leur rythme effréné, à travers les responsabilités, pour essayer de les qui voient qu'ils sont compris, qu'ils sont pas toutes seules, puis qui voient un peu c'est quoi les choses qu'ils pourraient mettre en place pour éviter de se rendre à ce grand mur-là de l'épuisement. Mm-hmm.
Puis vraiment, en partant de ton histoire, de ton expérience qu'on a abordée aujourd'hui, que tu approfondis dans ton livre. Oui, je l'approfondis. Ouais, je dis des choses dans le livre que j'ai jamais révélées à personne. Oh. Et on n'a pas parlé de suivi psychologique, ce serait peut-être important de le dire parce que je sais pas si tu en as eu un, toi, pendant l'épuisement. Oui, exactement. Donc, en fait, moi, j'étais suivie par mon médecin de famille, donc suivi médical à chaque mois. Il m'a demandé, en fait, exigé de commencer à avoir une thérapeute, donc une psychologue que je voyais aux 2 semaines. On s'est vu pendant peut-être 6 mois. À un moment donné, c'est comme elle qui jugeait que c'était suffisant, puis moi aussi, je jugeais que c'était suffisant. Parce qu'à un certain moment, avec l'épuisement, des fois, on dirait que ça stagne. Oui, on s'améliore, puis à un moment donné, ça stagne. Puis c'est souvent là, en fait, que les gens vont comme dire « OK, je retourne au travail à ce moment-là ». C'est ça. Donc, oui, j'ai eu un suivi psychologique pendant au moins 6 mois. Pour préciser que le livre ne remplace pas un psy. Oh, tellement pas. Non. Puis, tu sais, moi, j'ai aucune formation médicale. Tu sais, le livre est vraiment ma perspective du burn-out, de l'épuisement professionnel, mon expérience. Et comme, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, qui ont un doute ou qui sont convaincus, qui sont présentement en train de vivre ça, vous pouvez lire le livre là, parce que vous allez peut-être vous sentir moins seul, vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir une discussion ouverte avec une amie qui vous comprend, mais il faut quand même avoir un suivi psychologique ou médical à tout de moins. Bref, je pense que le médecin de ces personnes-là vont être capables de les diriger aux bons endroits, mais ça ne remplace en rien un professionnel de la santé mentale. C'est un témoignage avant tout. Oui. Et on rappelle que si on veut, il y a le livre, mais il y a toujours le podcast aussi où tu t'es beaucoup confié sur ton épuisement. Et tu m'as dit aussi une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est le podcast, c'est la scène que j'ai eue avec le théâtre, la danse quand j'étais jeune, mais que je me suis créée en tant qu'adulte. C'est vrai, je t'avais dit ça, mais oui, exactement. C'est ça mon travail d'aujourd'hui. Je suis vraiment allée reconnecter avec l'enfant dont on parlait tantôt, un petit peu plus artistique. Tu sais, oui, je suis pas sur un stage en train de danser ou de jouer un personnage, mais je me suis créé ma propre scène avec mon micro, avec le podcast. J'ai toujours l'écriture qui est une passion, puis c'est de la créativité, tu sais. Fait que, ouais. Donc, je renoue avec cet enfant-là, puis je pense que quand cet enfant-là est présent, ben ça amène plus de joie aussi, beaucoup plus de joie au quotidien. Et la communauté que tu as créée autour de toi. Ah oui. Félicitations, Émilie, pour tous ces projets, pour ce premier livre dont on célèbre la parution. Puis, tous les liens seront sous la vidéo pour se procurer le livre, pour te suivre. Donc, j'invite évidemment les gens à le faire. Donnez-nous des commentaires aussi sur comment vous avez trouvé l'entrevue. Est-ce que vous avez appris des choses sur Émilie? Je l'espère. En tout cas, c'est ce que je me suis efforcée de faire. Oui, merci. Ça a été vraiment agréable d'avoir cette belle et profonde discussion avec toi. Merci pour ton authenticité, ta vulnérabilité, Émilie. Très appréciée. Merci.